Quelque part sous le musée égyptien du Caire se trouvent des salles que la plupart des visiteurs n'atteignent jamais. Des salles où les morts ont attendu pendant 3 ans, leur visage encore intact, leurs cheveux encore visibles, leurs traits suffisamment bien conservés pour qu'on puisse les reconnaître entre mille. Pendant plus d'un siècle, les érudits ont débattu de l'identité de ces personnes, de leur origine et de la signification de leur visage. Les débats étaient houleux, politisés et presque entièrement fondés sur ce que tout le monde pouvait voir. Personne n'a songé à s'interroger sur ce que disait la biologie. Quand ils ont finalement procédé aux recherches, la réponse a surpris tout le monde. Les plus anciennes momies d'Égypte ne correspondent à aucune population vivante sur Terre, ni aux Égyptiens modernes, ni aux Africains subsahariens, ni à aucun groupe que les bases de données génétiques actuelles peuvent identifier avec précision. Ce que l'ADN a révélé n'a confirmé aucune théorie existante. C'était quelque chose de plus étrange et de bien plus troublant. Les momies n'avaient pas besoin d'ADN pour laisser une empreinte. C'était là tout le problème. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau de Yuya en 1905, ils ont découvert un homme mort depuis 3 ans et qui avait encore une apparence humaine. Pas un paquet emballé, pas un squelette, un visage. Ses cheveux étaient blonds, presque jaunes, encore visibles sur le lin. Son nez était proéminent, droit, remarquablement préservé du temps. Ses traits étaient si bien conservés que les photographies prises lors des fouilles ressemblent moins à des documents archéologiques qu'à des portraits. Yuya était un noble, le père de la reine Tia, le beau-père du pharaon Amenhotep III. Il était, à tous égards, au cœur du pouvoir dans l'Égypte antique, et son apparence ne correspondait en rien à l'image populaire dominante de l'Égypte ancienne qui s'en était toujours inspirée. Son épouse Touya fut enterrée à ses côtés. Son état de conservation était tout aussi remarquable. Le procédé d'embaumement avait préservé ses traits pendant 3 millénaires. Elle était la grand-mère d'Akhenaton et l'arrière-grand-mère de Toutankhamon, deux des figures les plus célèbres de l'histoire antique. Sa lignée traversait directement le cœur du Nouvel Empire. Son visage est resté intact. Puis il y avait Taï elle-même, l'une des reines les plus puissantes qu'ait jamais connue l'Égypte. Grande épouse royale d'Amenhotep III, mère d'Akhenaton. Grand-mère du roi enfant, dont le tombeau allait devenir la découverte archéologique la plus célèbre de l'histoire. Ses restes momifiés révélaient une femme d'une apparence saisissante, des caractéristiques qui ont alimenté pendant des décennies le débat parmi les égyptologues sur ses origines, son ascendance et ce que sa position importante à la cour impliquait réellement quant à la composition ethnique de la classe dirigeante égyptienne. Ramsès le Grand a encore compliqué la situation. Troisième pharaon de la 19e dynastie, il est considéré par la plupart des historiens comme le souverain le plus puissant de ce qui était déjà la période la plus puissante de l'histoire égyptienne. Sa momie, retrouvée et examinée à plusieurs reprises au cours du XXe siècle, présentait des cheveux roux, un visage long et étroit et des caractéristiques physiques qui soulevait invariablement la même question gênante à laquelle personne dans le milieu universitaire traditionnel ne souhaitait vraiment répondre directement. La question n'était pas nouvelle. Cette idée circulait dans le domaine de l'archéologie égyptienne depuis que les momies étaient accessibles. L'art égyptien avait toujours représenté une distinction visuelle claire entre les Égyptiens et les populations nubiennes du Sud. Les artefacts en témoignaient explicitement. Les œuvres muséales représentaient des prisonniers aux cheveux frisés et aux pommettes saillantes, un style visuel spécifique que les artistes égyptiens utilisaient constamment pour indiquer l'étrangeté. Les Égyptiens ne se représentaient pas ainsi, ils se représentaient différemment. Pendant un siècle, ces preuves visuelles ont côtoyé les preuves matérielles des momies elles-mêmes et ont engendré des polémiques bien plus passionnées qu'éclairantes. Les débats étaient houleux et souvent à caractère politique. Ils se sont basés sur ce que les gens pouvaient voir et sur ce qu'ils voulaient voir, deux choses rarement identiques. Ce que personne n'avait fait, pour des raisons qui semblent presque incompréhensibles rétrospectivement, c'était séquencer l'ADN. Les momies avaient été exhumées, photographiées, analysées, exposées, débattues et décrites dans des milliers d'articles universitaires. Leurs visages avaient été reconstitués, leurs maladies avaient été diagnostiquées. Leurs liens familiaux avaient été retracés grâce à des documents historiques, et pendant des décennies, personne n'avait vérifié la génétique.
Cet échec n'était pas dû à la paresse. Il est important de le préciser d'emblée. La recherche sur l'ADN ancien a toujours été limitée par un problème fondamental qui n'a rien à voir avec l'ambition scientifique, mais tout à voir avec la chimie. Le matériel génétique se dégrade. Il se dégrade plus rapidement sous l'effet de la chaleur. Il se dégrade plus rapidement en milieu humide. Il se dégrade lorsqu'il est exposé aux rayons ultraviolets, aux bactéries ou simplement au passage du temps, sauf dans des conditions de conservation idéales. Les lieux où l'ADN ancien se conserve le mieux sont froids, secs et stables. Le pergélisol en Sibérie, les grottes calcaires du nord de l'Europe, les sépultures de haute altitude dans les Andes. Ce sont ces environnements qui ont permis les premières avancées majeures de la révolution de l'ADN ancien. L'Égypte semblait être tout le contraire. Le raisonnement était logique. Les températures diurnes en Égypte dépassent régulièrement des seuils extrêmes. La vallée du Nil n'est pas le Sahara, mais ce n'est pas la Sibérie non plus. L'humidité y est variable. Bien que scellées, les tombes n'ont pas bénéficié d'un contrôle climatique durant les 3 ans d'occupation, de pillage, de fouilles et de manipulation qu'elles ont connues. Les généticiens ont examiné des momies égyptiennes et ont fait le même calcul que pour les restes sahariens. La matière serait trop dégradée. Le risque de contamination était trop élevé. Chaque personne ayant touché ces momies depuis leur excavation il y a un siècle avait potentiellement laissé son propre ADN, superposé à ce qui restait de l'ADN original. Séparer les signaux anciens des bruits modernes a longtemps semblé pratiquement impossible. Un second problème, propre à l'Égypte, aggravait encore la question de la contamination. Les momies n'étaient pas restées intactes et scellées depuis leur découverte. Elles avaient été déplacées, examinées, déballées dans certains cas, manipulées par des chercheurs, exposées dans des musées et soumises à des décennies d'études qui n'avaient jamais été menées dans l'optique de la récupération d'ADN ancien. Personne en 1905 ne portait de gants et ne pensait au séquençage génomique. Ils se basaient sur les connaissances scientifiques à leur disposition. Résultat, lorsque les généticiens ont commencé à envisager sérieusement les momies égyptiennes comme sujet d'études viables, les échantillons étaient déjà contaminés depuis un siècle. Le domaine s'est donc tourné vers d'autres pistes. L'Europe a accumulé des centaines de génomes anciens. Le Proche-Orient a commencé à constituer un ensemble de données substantielles. L'ADN ancien des steppes d'Asie centrale a complètement bouleversé notre compréhension des migrations indo-européennes. La science progressait rapidement, produisant des résultats qui réécrivaient les manuels scolaires en temps réel. L'Égypte restait un mystère. Non pas que personne ne veuille ces données. Les questions entourant les origines de l'Égypte antique figuraient parmi les plus débattues de toute l'archéologie. La demande de réponses génétiques était énorme, mais vouloir des données et être capable de les récupérer de manière fiable sont deux choses totalement différentes. Et pendant des décennies, les barrières techniques ont persisté. Ce qui a finalement changé, c'est la méthodologie. Des chercheurs de l'Institut Max Planck ont mis au point des procédés de dépistage capables de distinguer l'ADN ancien authentique des contaminations modernes avec une précision que les méthodes précédentes ne pouvaient égaler. Ils ont identifié les tissus et les restes momifiés les plus susceptibles d'avoir protégé le matériel génétique de la dégradation. Os, dents, les structures les plus denses du corps, les moins accessibles à l'intrusion bactérienne et aux dommages environnementaux. Ils ont appliqué ces méthodes à des momies provenant d'Abuzer el-Melek, un site au sud du Caire dont les vestiges couvrent près de 2 ans d'histoire égyptienne. Et cette fois, l'ADN était présent. L'étude publiée dans Nature Communications en mai 2017 représentait un travail considérable. 90 momies, vestiges couvrant. Un 400 ans d'histoire égyptienne, de la période du Nouvel Empire vers 1380 avant Jacé jusqu'à l'époque romaine. Des échantillons datant de 426 après JC, provenant d'un seul site archéologique à Abuzer el-Melek, ont fourni aux chercheurs un élément inestimable en plus du matériel génétique lui-même, la continuité. Il ne s'agissait pas d'échantillons prélevés dans des endroits dispersés à travers un vaste pays. Il s'agissait d'une population cohérente, originaire d'un même lieu et ayant vécu sur une très longue période.
Ce point est important lorsqu'on cherche à comprendre non seulement qui étaient ces personnes, mais aussi si leur identité a évolué. L'équipe de l'Institut Max Planck, dirigée par le paléogénéticien Johannes Krauss, a extrait l'ADN mitochondrial des 90 momies. L'ADN mitochondrial se transmet de la mère à l'enfant et retrace de larges lignées maternelles à travers les générations. À partir de 90 échantillons, ils ont obtenu 90 points de données sur l'ascendance maternelle, ce qui constitue un ensemble de données substantielles selon toutes les normes en génomique ancienne. Pour 3 des momies, les conditions étaient insuffisamment favorables pour permettre également la récupération de l'ADN nucléaire. L'ADN nucléaire est hérité des 2 parents et fournit le type d'analyse détaillée à l'échelle de la population que les données mitochondriales seules ne peuvent pas fournir. Le dépistage de la contamination a été exhaustif. Chaque fragment a été testé pour détecter les signatures de dommages chimiques qui s'accumulent dans l'ADN véritablement ancien au fil des millénaires. L'ADN moderne ne porte pas ces signatures. L'ADN ancien, si. C'est l'une des méthodes les plus fiables pour distinguer un véritable signal ancien du bruit laissé par chaque chercheur ayant manipulé les échantillons au cours du siècle précédent. L'équipe a appliqué une méthode rigoureuse. Seuls les résultats ayant passé le contrôle étaient dignes de confiance. Ces résultats ont été immédiats et frappants. Les anciens Égyptiens d'Abou-Sir el-Melek ne partageaient quasiment aucun ADN avec les populations modernes d'Afrique subsaharienne. La distance génétique entre les momies et les populations du sud du Sahara était considérable et constante dans l'ensemble des données. Il ne s'agissait pas d'une découverte marginale à la limite de la signification statistique. C'était une tendance claire qui se manifestait dans 1400 ans de vestiges provenant du même endroit. Leurs plus proches parents génétiques étaient en réalité d'anciens agriculteurs du Levant, la région qui comprend aujourd'hui Israël, la Jordanie et les régions environnantes. Les populations étaient liées à l'expansion agricole néolithique qui s'était répandue vers l'ouest à travers le monde antique des milliers d'années avant même la naissance des momies du Nouvel Empire. Les momies étaient également étroitement apparentées aux anciennes populations anatoliennes et aux Européens néolithiques, contrairement aux Égyptiens modernes. Ce dernier point mérite qu'on s'y attarde un instant. Les momies étaient plus proches des anciens Européens et Anatoliens que des populations vivant aujourd'hui en Égypte. Les Égyptiens modernes possèdent environ 8% d'ascendance subsaharienne de plus que les anciennes momies. Les chercheurs ont identifié cet afflux comme étant plus tardif, survenu probablement il y a environ 700 ans, bien après la période que représentaient les momies. Quelque chose a changé dans la composition génétique de la population égyptienne durant la période médiévale. La population antique et la population moderne ne sont pas identiques. L'Égypte qui a bâti les pyramides et vu naître Ramsès, Akhenaton et Toutankhamon étaient génétiquement différentes de l'Égypte d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une affirmation politique, mais d'un constat empirique. Le lien avec le Levant n'est pas apparu par hasard. Comprendre pourquoi les anciens Égyptiens étaient génétiquement plus proches des anciens agriculteurs levantins nécessite de remonter bien plus loin que les momies elles-mêmes. Beaucoup plus loin, à une période antérieure à l'Égypte, avant les dynasties, avant l'émergence du premier royaume unifié le long du Nil vers 3100 avant Jésus-Christ. Retour aux peuples qui vivaient déjà dans la région lorsque tout cela a commencé. La période chalcolithique, parfois appelée âge du cuivre, se situe entre l'âge de pierre et l'âge du bronze. Au Levant, cette période a produit un phénomène remarquable que l'archéologie a documenté, mais que la génétique n'a jamais pleinement expliqué. Une population spécifique, cohérente et culturellement distincte occupant la région et ayant laissé une empreinte archéologique énorme, mais dont les origines sont restées floues jusqu'à récemment. En 2017, la même année que l'étude des momies égyptiennes, une équipe internationale de chercheurs a cartographié les génomes d'os récupérés d'un vaste complexe funéraire près de Pékin, dans le nord d'Israël. 22 individus d'une nécropole contenant les restes d'environ 600 personnes. Ils ont découvert une signature génétique unique en son genre, différente de tout ce qui avait été observé chez les populations antérieures ou postérieures de la même région. Ces individus tenaient environ 57% de leur ascendance de groupes néolithiques levantins locaux et 26% de populations néolithiques anatoliennes. 17% des individus provenaient de groupes chalcolithiques d'Iran. Cette combinaison était unique, inédite
et elle ne se maintiendrait pas inchangée par la suite. Elle véhiculait un élément que les populations levantines antérieures n'avaient pas présenté. Yeux bleus, peau claire, marqueurs génétiques de pigmentation claire apparaissant dans des restes squelettiques provenant d'une région qui n'est généralement pas associée à ces caractéristiques dans l'imaginaire collectif. La communauté de Pékin était porteuse de caractéristiques génétiques récessives qui ont surpris précisément parce qu'elles étaient inattendues dans ce contexte géographique. Cette population n'a pas perduré. La combinaison génétique spécifique documentée à Pékin disparaît des archives, mais l'ascendance qu'elle représentait n'a pas entièrement disparu. Elle s'est dispersée, elle a migré. Elle a contribué à la composition génétique des populations d'une vaste région à une époque où les mouvements humains à travers l'ancien Proche-Orient étaient importants et soutenus. Le lien avec l'Égypte antique devient plus clair lorsqu'on compare l'ascendance levantine des momies avec ce que l'on sait aujourd'hui des mouvements de population du Chalcolithique. Les anciens Égyptiens n'étaient pas simplement apparentés aux personnes qui vivaient au Levant à un moment donné. Ils étaient liés au substrat ancestral plus profond de cette région, à l'héritage génétique accumulé des populations qui avaient migré et s'étaient installées dans l'ancien Proche-Orient pendant des milliers d'années avant le début de la période dynastique. Ce que cela implique pour la question de l'identité de l'Égypte antique n'est pas simple. Cela ne se réduit pas à un point d'origine unique ni à un seul événement migratoire. Les histoires des populations ne le font jamais, mais cela établit quelque chose de clair. Les peuples qui ont bâti l'Égypte antique possédaient des ancêtres qui les rapprochaient davantage des anciens agriculteurs du Levant, des populations néolithiques anatoliennes et du patrimoine génétique plus large de l'ancien Proche-Orient que de toute population d'Afrique subsaharienne. La géographie des origines de l'Égypte antique indiquait une orientation nord-est et non sud. L'ADN l'a confirmé. L'Égypte n'est pas un cas isolé. C'est ce qui change tout. Face à une découverte comme les données du génome de l'Égypte antique, l'instinct est de la traiter comme une histoire spécifique concernant un lieu précis, de la classer dans la catégorie Égypte, de mettre à jour le chapitre correspondant et de passer à autre chose avec une version légèrement révisée de l'histoire que tout le monde pensait déjà connaître. Cette intuition est erronée. Car le modèle auquel appartiennent les données égyptiennes n'est pas régional, il est mondial et il apparaît sur tous les continents où l'ADN ancien peut remonter suffisamment loin dans les archives. En 2003, un abri sous roche du sud-ouest de la Libye a livré les restes de 2 femmes enveloppées dans des nattes tissées, mortes depuis 70 ans, conservées par un accident géologique dans une chambre de dessiccation naturelle que le désert environnant aurait dû rendre impossible. Il a fallu 20 ans et 3 équipes de recherche distinctes pour obtenir des données exploitables. Lorsqu'une analyse génomique complète a finalement été publiée en avril 2025, les résultats ont confirmé la logique des données égyptiennes, mais sont allés beaucoup plus loin. Les 2 femmes ne présentaient aucune ascendance subsaharienne. Absolument aucune. Dans une région que le modèle classique plaçait au centre d'un pont génétique entre le nord et le sud, ces 2 femmes n'avaient aucun lien détectable avec les populations situées au sud du Sahara. Elles appartenaient en revanche à une lignée qui n'avait jamais été documentée nulle part. On ne la retrouve chez aucun être humain vivant, ni dans aucun génome ancien retrouvé sur Terre. Une population fantôme isolée en Afrique du Nord pendant 50 ans, culturellement en contact avec le monde qui l'entourait et génétiquement coupée de lui simultanément. Le Sahara vert avait bel et bien existé. Les lacs, les rivières et les prairies avaient bel et bien existé. Les échanges culturels avaient indéniablement eu lieu. Et les populations de part et d'autre ne s'étaient pas mélangées. La culture avait voyagé. Les gènes, non. Les Amériques racontaient une version de la même histoire à une échelle différente. En 2016, le généticien Bastien Lamas a séquencé les génomes mitochondriaux de 92 momies et squelettes précolombiens collectés à travers l'Amérique du Sud et le Mexique. Des restes datant de 500 à 800-600 ans. Son équipe a identifié 84 lignées maternelles distinctes représentant toute la diversité génétique des Amériques anciennes avant le contact avec les Européens. Aucune de ces lignées n'existe chez aucun être humain vivant aujourd'hui. 84 lignées distinctes, toutes éteintes. La diversité accumulée pendant des dizaines de milliers d'années n'a pas été réduite par le contact avec les Européens. Elle a été effacée. Puis, en 2025,
sont apparus les premiers génomes anciens jamais récupérés en Colombie. 21 individus de l'altiplano de Bogota. 7 des plus anciens individus appartenaient à une population qui n'a été documentée nulle part ailleurs. Leur ADN ne correspondait à celui d'aucun groupe ancien connu des Amériques, ni à celui d'aucune population moderne sur Terre. Il y a 2 ans, ils avaient complètement disparu, remplacés par un groupe génétiquement distinct. Un échange de population complet, sans descendance. 3 continents, des échelles de temps différentes, des causes différentes. Le même résultat. Des populations ayant vécu pendant des millénaires, cohérentes et culturellement distinctes, disparues sans laisser de traces génétiques chez les peuples qui leur ont succédé. Les anciens Égyptiens s'inscrivent dans ce schéma. Une population dont l'identité génétique est sans équivalent précis aujourd'hui. Leurs plus proches parents vivants sont éloignés, dilués, transformés par des siècles de migration et de métissage. Les survivants ont façonné l'histoire. Les populations disparues n'ont pas eu cette chance. Les données probantes méritent un traitement honnête. Cela signifie indiquer clairement ce qu'elles montrent et tout aussi clairement ce qu'elles ne montrent pas. L'étude publiée en 2017 dans Nature Communications était rigoureuse et sa méthodologie était solide. L'équipe de l'Institut Max Planck a appliqué une méthode de dépistage de la contamination suffisamment sophistiquée pour distinguer un véritable signal ancien des interférences modernes avec une fiabilité que les approches précédentes ne pouvaient égaler. Les résultats ont résisté à l'examen par les pairs dans l'une des revues scientifiques les plus respectées au monde. Rien de tout cela n'est contesté. Cependant, une méthodologie rigoureuse appliquée à un ensemble de données reste limitée. Et ces limitations sont bien réelles et ont leur importance. 90 momies, cela paraît considérable. En termes de génomique ancienne, c'est un échantillon raisonnable, mais toutes proviennent d'un seul et même site. Abou Sir el-Melek était une ville d'une région d'un pays qui s'étendait sur 1000 km le long du Nil. Quant à savoir si le profil génétique qui y est documenté représente fidèlement toute la diversité de la population de l'Égypte antique sur l'ensemble de son aire géographique et temporelle, c'est une question à laquelle les données elles-mêmes ne peuvent répondre. L'Égypte n'était pas une seule et même communauté. Il s'agissait d'une civilisation s'étendant sur des millénaires et des milliers de kilomètres carrés. 2 ou 3 génomes nucléaires complets provenant d'un même lieu et d'une même période constituent un début, et non une conclusion. L'objection géographique va plus loin. La Haute-Égypte et la Basse-Égypte avaient des histoires distinctes, des pressions démographiques distinctes et des schémas de contact distincts avec les régions environnantes. La région du delta au nord était tournée vers le monde méditerranéen. Les confins méridionaux bordaient la Nubie. Un échantillon de population provenant d'un site proche du Caire moderne nous renseigne sur les caractéristiques spécifiques de ce lieu. Il ne vaut pas automatiquement pour Thèbes, Memphis, Éléphantine ou l'un des dizaines d'autres centres de la civilisation égyptienne antique. Se pose également la question de la période historique. Les momies d'Abou Sir el-Melek datent de la période allant du Nouvel Empire à l'époque romaine, soit un 400 ans d'histoire. Mais l'Égypte antique, en tant que civilisation cohérente, remontait à 20 ans avant la plus ancienne momie répertoriée. La période prédynastique, la période dynastique primitive, l'ancien royaume qui a construit les pyramides de Gizeh, rien de tout cela n'est encore représenté dans les archives génétiques. On ignore actuellement si la population qui a construit la Grande Pyramide possédait la même signature génétique que les momies du Nouvel Empire d'Abou Sir el-Melek. Les bases de données comparatives modernes présentent leurs propres limites. Les séquences anciennes sont comparées aux populations actuelles afin d'identifier les plus proches parents vivants. Mais ces bases de données sont incomplètes. L'échantillonnage des populations modernes en Afrique du Nord, au Levant et dans l'ensemble du Proche-Orient ancien reste inégal. Des populations qui n'existent plus en tant que communautés distinctes peuvent avoir conservé des signatures génétiques qui modifieraient le tableau si elles étaient prises en compte. L'absence de correspondance dans une base de données ne signifie pas l'absence de correspondance dans la réalité. Ce qui est incontestable, c'est le constat principal. Les anciens Égyptiens n'ont pas conservé la même ascendance que les Égyptiens modernes. Un changement s'est opéré. La population actuelle, vivant le long du Nil, possède une ascendance subsaharienne bien plus importante que les momies. Ce changement est réel et s'est produit après la période représentée par les momies.
Les causes, la rapidité et les conséquences pour les populations restent des questions ouvertes. Les données ont ouvert la porte sans la franchir. Prenons l'exemple des momies du musée égyptien. Elles n'étaient pas des symboles de débat, mais des êtres humains, des agriculteurs, des administrateurs, des reines, des souverains, les membres d'une civilisation qui a duré plus longtemps que la plupart des périodes de l'histoire humaine ne peuvent contenir une seule pensée. Ils ignoraient que leur ADN contredirait un jour tout ce que le monde moderne supposait à leur sujet. Ils ignoraient qu'ils deviendraient des preuves dans un débat qui n'avait pas encore commencé. La science qui a permis leur découverte est loin d'être achevée. Elle ne fait que commencer. L'Ancien Empire reste inexploré. La période prédynastique demeure presque entièrement obscure. Des siècles entiers de l'histoire égyptienne sont dépourvus de toute trace génétique. Chaque lacune recèle désormais un fantôme potentiel. Les momies attendent depuis 3 ans. Les questions que soulève l'ADN ne trouveront pas de réponse rapidement, mais ce sont les bonnes questions. Nous commençons à peine à apprendre comment les poser.